On a tous déjà eu cette sensation un peu étrange, ce sentiment d'être subtilement manipulé, de finir par accepter quelque chose sans vraiment le vouloir. Aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. Et on va pas seulement révéler les techniques de ce qu'on appelle la psychologie noire, non. On va surtout voir comment s'en défendre. Cette question, elle est vraiment au cœur du sujet. Ces sentiments, un peu déstabilisants, hein, cette intuition tenace que quelque chose ne tourne pas rond dans une interaction. On n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus, et pourtant, la sensation, elle, est bien réelle. Et voilà le point crucial. Cette intuition est souvent juste. Ce n'est pas de l'imagination. Il existe bel et bien des techniques psychologiques très concrètes et étudiées qui sont utilisées tous les jours pour influencer, pour persuader et parfois même pour contrôler. Alors, comment ça marche dans la tête d'un manipulateur? C'est important de comprendre que ce n'est pas de la magie, ni un don un peu mystérieux. Non, c'est une science. C'est une application très calculée de principes psychologiques pour exploiter les rouages de la nature humaine. Voilà ce que c'est en fait la psychologie noire. Elle n'invente rien du tout, elle se contente d'exploiter ce qui est déjà en nous. Elle va appuyer exactement là où ça fait mal en tirant parti de nos biais cognitifs. Vous savez, ces petits raccourcis que notre cerveau prend tout le temps pour essayer de simplifier le monde. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces cibles, elles sont universelles. La peur de l'abandon, le besoin d'être accepté dans un groupe, ou même cette volonté qu'on a tous de paraître cohérents dans nos décisions, tout ça, ce sont les portes d'entrée du manipulateur. Le simple fait de comprendre ses vulnérabilités, c'est déjà le tout premier pas pour construire une défense solide. Bon, maintenant, on va se pencher sur 5 des techniques les plus courantes. On va les appeler 5 poisons psychologiques. Mais rassurez-vous, pour chaque poison, on verra l'antidote. Le but, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'être lucide. Le premier poison, c'est le love bombing, ou le bombardement d'amour. C'est une tactique de l'extrême. Tout va très très vite. L'intensité est à son maximum dès le début. Et c'est fait exprès pour court-circuiter la pensée rationnelle et créer un attachement immédiat, et surtout très puissant. Cet exemple, il illustre parfaitement le danger. Cette ivresse des débuts, cette sensation incroyable d'avoir trouvé l'âme sœur en un temps record, ça peut masquer un objectif qui lui est bien moins romantique, créer une dépendance. La vitesse et l'intensité, ce sont vraiment les signaux d'alarme les plus clairs. L'antidote, du coup, c'est une simple décision consciente, celle de ralentir. Le temps, c'est le meilleur allié de la vérité. Un attachement sain n'a pas besoin de se précipiter, il se construit brique par brique. La patience, c'est notre bouclier. Passons au deuxième poison, le gaslighting. On pourrait traduire ça par détournement cognitif. C'est une attaque directe contre notre perception de la réalité. L'objectif, c'est de nous faire croire que le problème, c'est nous, que notre esprit n'est pas fiable. C'est une technique super insidieuse parce qu'elle s'installe tout doucement, à force d'entendre des « tu dramatises »,« mais non, ça n'est jamais arrivé » ou le fameux « tu es trop sensible », eh bien la victime finit par ne plus faire confiance à son propre jugement. Face à quelqu'un qui essaie de tordre la réalité, l'antidote, c'est d'en créer une qui soit objective. Tenir un journal, sauvegarder des messages, tous ces éléments factuels deviennent une encre. Ils nous rappellent ce qui s'est réellement passé, pas ce que l'autre veut nous faire croire. Le troisième poison, c'est une stratégie bien connue, diviser pour mieux régner. Le manipulateur sait très bien qu'un réseau de soutien solide, c'est un obstacle à son contrôle. Alors il va s'attaquer à ce réseau. Ah, ces phrases, ce sont des classiques. Elles sont conçues pour planter des petites graines de doute. Le but, c'est de nous faire croire que le manipulateur est la seule personne qui nous comprenne vraiment, la seule sur qui on peut compter. La défense, elle est donc évidente. Ne jamais s'isoler. Avoir un réseau social diversifié, c'est une protection essentielle. Entretenir activement ces liens, c'est s'assurer d'avoir toujours d'autres points de vue, d'autres soutiens, si jamais une relation devient toxique. Quatrième poison, l'inversion de la culpabilité. Ça, c'est le refus ultime de prendre ses responsabilités. Peu importe ce que le manipulateur fait, d'une manière ou d'une autre, ce sera toujours de notre faute. Ces exemples sont terriblement parlants. Il montre bien comment le manipulateur arrive à lier son action inacceptable à une prétendue faute de la victime. C'est une double peine. Non seulement on subit le mauvais comportement, mais en plus, on est chargé de la culpabilité. L'antidote ici, c'est de tracer une ligne claire et ferme. C'est restaurer ses frontières personnelles. Chacun est propriétaire de ses choix et de ses actions. Refuser de porter un fardeau qui ne nous appartient pas, c'est un acte de préservation absolument fondamental. Et enfin, le cinquième et dernier poison. Celui-ci, il est malin. Il utilise contre nous l'un de nos instincts sociaux les plus sains, le désir de rendre l'appareil. Sauf qu'ici, cet instinct est complètement détourné, transformé en arme. C'est le fameux cadeau empoisonné. On nous donne quelque chose qu'on n'a pas demandé, juste pour créer une sorte d'obligation implicite.
Et après ça, ça devient beaucoup plus difficile de refuser la vraie demande qui suit. Le point clé ici, c'est de se réapproprier son libre arbitre. Un cadeau qui n'a pas été sollicité ne crée aucune dette. On a parfaitement le droit d'accepter le café et de refuser tout aussi poliment de faire le travail du collègue. Un vrai don, c'est inconditionnel, il n'y a pas d'attente de retour. L'antidote, c'est juste de se souvenir de cette liberté fondamentale. Voilà, on a vu les poisons et les antidotes. Maintenant, il s'agit de changer de perspective. Il faut passer de la simple identification des problèmes à l'adoption d'un état d'esprit beaucoup plus fort, un état d'esprit basé sur cette nouvelle connaissance. C'est vraiment la thèse centrale de toute cette exploration. La connaissance, c'est le pouvoir. Un manipulateur, ça prospère sur la confusion et l'ignorance de sa cible. Dès l'instant où on met un nom sur les techniques, où on les comprend, on leur retire leur principal atout, leur invisibilité. Pour finir, je vais laisser cette question en suspens. Ça vaut le coup de prendre un moment pour y réfléchir. Reconnaître ces schémas dans nos propres vies, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le tout premier pas vers l'affirmation de soi et la construction de relations plus saines.